Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Un jour, une question. Aujourd'hui, on embarque pour les émotions. C'est une question qui m'est posée par Karine. Bonjour docteur. Dans vos dernières vidéos, vous avez souvent parlé des émotions comme cause possible de maladie. Comment nos émotions peuvent-elles favoriser le développement de maladies? Merci, Karine. Alors nos émotions, tout comme nos pensées, influencent directement notre physiologie. Cela influence notre état hormonal, notre état immunitaire, la production de neurotransmetteurs et même l'expression génétique. Qu'est-ce que l'expression génétique? C'est la capacité de notre corps à s'adapter à son environnement à court terme. Concrètement, nous avons des gènes qui sont activés, d'autres qui sont inactivés, d'autres qui sont amplifiés ou simplement ralentis. Ce qui a pour effet de permettre à nos cellules d'avoir des fonctions qui s'installent alors qu'elles ne les ont pas en temps normal, ou qui s'accélèrent ou qui diminuent, tout simplement pour s'adapter à l'environnement. Alors avant d'aller plus dans le détail du mécanisme qui mène de l'émotion à la maladie, je vais vous donner un exemple que nous avons tous déjà vécu. Vous êtes en interaction avec d'autres personnes, un membre de votre famille, un ami, un collègue de travail, un supérieur hiérarchique. Parfois ça se passe bien et parfois c'est désagréable. Vous pouvez aussi vous faire attraper par la police pour excès de vitesse ou alors pour port du masque non conforme. Et cela vous agace. Et vous avez remarqué, quand vous vous sentez bien sur un échange, une interaction avec quelqu'un, justement vous vous sentez bien, c'est agréable. Et quand vous vous sentez mal, qu'il y a de la colère, qu'il y a de l'anxiété créée par cette interaction, de la rancœur, de l'animosité, tout un tas de choses, même si vous ne subissez pas une agression verbale, quelque chose véritablement agressif, mais que vous l'interprétez comme tel, que va-t-il se passer? Vous vous sentez mal. Et le fait que vous vous sentiez mal, pour votre cerveau, c'est une agression. Et une agression, c'est un stress. Alors, pour certaines personnes, ça va durer quelques minutes, quelques dizaines de minutes, et une fois que l'interaction est finie, on passe à autre chose. Parfois, c'est quelques heures, et il va falloir attendre le lendemain pour passer à autre chose. Mais dans ce contexte-là, ça reste des stress aigus qui sont rapidement résolus. Et puis parfois, cette situation va perdurer dans le temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, et parfois même plusieurs années. Et là, vous comprenez bien que quand vous conditionnez votre physiologie à un état désagréable, d'agression pendant longtemps, c'est un stress constant qui s'installe. Donc le stress chronique. Et le stress chronique est très connu pour être problématique, pour être pathologique. Quand nous sommes sous stress chronique, nous allons avoir les glandes surrénales qui sont sollicitées pour produire du cortisol. Ce cortisol va avoir une influence sur notre glycémie, donc sur notre insuline. Cela va aussi avoir des répercussions sur notre état immunitaire qui a tendance à baisser avec le temps. Cela a encore pour répercussion de faire baisser notre taux de sérotonine. Toutes ces choses-là montrent que nous vivons une interaction, une interprétation, quelque chose qui n'est pas un véritable danger objectivement, mais nous l'interprétons comme quelque chose de dangereux par rapport à notre ressenti. Et cela donc conditionne tout un tas de choses au niveau physiologique, simplement parce que c'est du stress. Alors, globalement, que se passe-t-il? Quand vous ressentez quelque chose d'agréable, votre corps est en expansion, il est apaisé, il s'ouvre. Quand vous ressentez quelque chose de désagréable, il se ferme, vous êtes en oppression. C'est une agression. Quand on est agressé, il faut se défendre. Que vous subissiez une agression physique ou une agression par rapport à l'interprétation que vous avez d'une situation donnée, pour votre cerveau, c'est une agression. Il faut savoir que votre cerveau ne distingue pas le virtuel du réel, c'est-à-dire votre interprétation de la réalité, et il ne distingue pas non plus le passé, le présent du futur. Ça veut dire que si vous continuez à être dans un événement qui est passé depuis des années, ou à craindre quelque chose qui pourrait arriver demain, pour votre cerveau, c'est pareil, c'est la réalité. Donc ça, c'est une première chose importante. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que nos pensées, comme nos émotions, conditionnent donc notre physiologie, mais pas avec la même intensité. Nous avons environ 70 000 pensées par jour, en moyenne.
Ce qui est énorme, c'est presque une pensée par seconde. Mais nos pensées ont une influence modérée sur notre physiologie. Ce qui va avoir une grosse influence, ce sont nos émotions. Nos pensées, pour imaginer un petit peu les choses, c'est comme si vous regardiez la télé, mais en coupant le son. C'est pas très intéressant. Si vous mettez le son, vous avez les paroles, vous avez la musique, vous avez toute la tension qui est transmise, positivement ou négativement, quand je parle de tension, tout ce qui est véhiculé comme ressenti émotionnel grâce à ce son. C'est quelque chose de beaucoup plus puissant. Et donc c'est un petit peu la même chose par rapport à ce que nous avons entre les pensées et les émotions. La pensée, c'est l'image. L'émotion, c'est un ressenti beaucoup plus puissant au niveau énergie. Donc le levier sur notre physiologie sera beaucoup plus fort. Et l'autre chose qui est importante avec les émotions, c'est que si je vous demande vos souvenirs, quels sont vos souvenirs importants? Les souvenirs importants que vous allez arriver à me présenter le plus souvent, ce sont des choses qui sont associées à des émotions intenses, qu'elles soient agréables ou désagréables. Ce sont des choses qui vous ont marqué. Et le fait qu'il y ait une émotion crée, on va dire, une cristallisation. Ça veut dire que ça va figer quelque chose. Et donc, vous allez vous en souvenir plus facilement. C'est un petit peu le principe. Et donc, quand vous vivez quelque chose de désagréable qui vous mène à la maladie, c'est un peu la même chose. Vous cristallisez quelque chose, d'un point de vue physiologique, qui vous mène à la maladie. Alors maintenant, nous allons voir les 3 ingrédients magiques qui nous mènent à la maladie à partir de l'émotion. Il faut 3 ingrédients pour que cette émotion favorise le développement en maladie. Sinon, ça n'est pas concret. Sinon, on peut avoir des modifications physiologiques, mais qui reviennent à l'équilibre plus facilement. Alors, ces 3 ingrédients, nous avons l'intensité de l'émotion. Ça peut être un choc émotionnel, quelque chose de très fort. Mais ce n'est pas obligé d'être brutal. Ça peut être aussi une émotion qui est générée par quelque chose de constant que vous vivez au quotidien, qui pour vous pèse de plus en plus fort, qui est de plus en plus lourd sur vos épaules. Donc ça peut être lié à votre famille, lié au travail, sans que ce soit quelque chose de brutal, mais qui devient de plus en plus lourd pour vous à gérer. Le deuxième ingrédient magique, c'est le fait que vous êtes seul. Vous êtes isolé. Isolé comme avec les confinements, avec la distanciation sociale. C'est la même chose. L'isolement vous rend vulnérable. Quand vous êtes avec d'autres personnes, que vous êtes en cohésion, vous êtes beaucoup plus fort. Là, c'est pareil pour notre cerveau. Quand vous allez vous sentir isolé, que ce soit un réel isolement ou un isolement malgré le fait d'être avec d'autres personnes autour, c'est un isolement. Vous pouvez exprimer des choses que vous ressentez et ne pas être compris des personnes qui vous entourent. Vous avez donc l'impression d'être isolé. On vous dit que c'est dans votre tête, on vous dit que ce n'est pas grave, et pourtant, vous êtes mal. Troisième ingrédient magique, c'est le fait d'être dans une impasse. Vous n'avez pas de solution, ni physique, ni intellectuelle. Et à ce moment-là, quand vous êtes dans une impasse, si vous êtes pourchassé par un prédateur et que vous vous retrouvez dans une impasse, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de trouver une solution, vous êtes obligé de vous défendre, vous êtes obligé de faire quelque chose. Si vous n'avez pas de solution, ni physique, ni intellectuelle, votre cerveau va vous en proposer une. Votre cerveau va s'adapter par son expression génétique, l'expression génétique du corps, pour que vous puissiez réagir face à ce danger, face à cette situation problématique. Voilà comment on peut partir d'une émotion et arriver à une maladie, avec toutes ces interactions physiologiques qui vont commencer à se mettre en place les unes après les autres, et favoriser donc ce développement de maladie. Et à partir de là, vous pouvez agir sur l'alimentation, vous pouvez agir sur l'hygiène de vie, cela peut vous soulager. Mais si l'émotion est majoritaire, pèse lourd sur cette maladie, si vous n'agissez pas dessus, vous allez juste avoir un soulagement, mais vous ne pourrez pas résoudre le problème en profondeur. Parce qu'il y a eu cette fameuse cristallisation. Et plus c'est fort, plus c'est intense, forcément, plus cela a de répercussions sur vous. C'est pour ça que ce n'est pas juste de parler d'une émotion, c'est l'intensité ressentie. Voilà comment on passe donc de l'émotion à la maladie. C'est pour ça que je dis qu'il y a souvent des facteurs émotionnels qui sont présents
par rapport à des maladies. Je vous ai parlé déjà de la thyroïde, je vous ai parlé de l'endométriose, je vous ai parlé des problèmes liés au fer par exemple, ou encore de certains problèmes cutanés. De la prostate, il y en a d'autres. Simplement, c'est ce ressenti qui va conditionner un état physiologique donné. Passez une belle journée et à demain pour un nouvel épisode de Un jour, une question.